n'y a pas d'horizon à la montagne. La ligne de crête n'est pas un horizon, puisqu'il suffit de franchir la montagne, de dépasser la ligne de crête, et derrière, il y a autre chose, et encore autre chose. Je crois que ce sont ces éléments de recréation d'un imaginaire permanent qui m'ont mené à l'écriture. C'est une vallée sans issue. Au pied de ces imposantes falaises calcaires, le bout du monde. Une face inébranlable dans laquelle l'eau s'effrayait un chemin. Elle s'échappe en cascade pour rejoindre et former ce torrent impétueux, au cours non régulé, que l'on appelle le Gifre. Ce demi-cercle naturel, le fer à cheval, est une arène dans laquelle se jouent depuis des siècles des histoires humaines. En voici une parmi tant d'autres. Moi, je suis venu ici pour vivre à la montagne et vivre avec les montagnards, mais certainement pas pour écrire. Quand j'ai quitté Paris, un rédacteur en chef m'a dit « c'est un suicide social que tu fais en allant vivre dans un coin reculé ». Un suicide social, quand même un mot terrible. Lorsque l'on quitte sa famille, enfin du moins mes parents, ma sœur, lorsque l'on quitte des amis, lorsque l'on quitte des confrères, partir dans un endroit où on vous dit c'est un suicide social que tu entreprends, on a beau être assez sûr de soi, on doute quand même. Hein. C'est l'inverse qui s'est produit. Je me souviens de l'un de mes voisins, alors que le camion de déménagement avait à peine fait demi-tour, qui est venu les bras ouverts pour nous dire « laissez tomber vos cartons et venez dîner à la maison ». C'était un Haut-Savoyard. Comme j'ai été bien reçu, je me suis dit ben, moi aussi, je vais essayer de renvoyer l'ascenseur, comme on dit. Et ce qui était à portée de ma main et de ma capacité de faire, c'était de m'occuper de la bibliothèque. Donc j'ai créé un atelier d'écriture ici, un peu expérimental, en me disant, est-ce qu'en milieu rural, on a envie et on veut écrire? Et il s'est avéré que c'était un tel succès qu'à un moment donné, au bout de 4-5 ans, j'ai dû jeter l'éponge parce que je n'arrivais pas à faire de front tout ce que je faisais. Et puis un jour, au travers de cette bibliothèque, je vois concours de nouvelles à Bonneville. Donc je fais le concours, je fais le texte. Sur Bonneville, j'étais là depuis 3 mois. Bonneville, je savais qu'il y avait un pont, qu'il y avait une rivière. Je devais savoir que c'était l'Arve déjà. Mais je crois que je ne connaissais rien d'autre. Donc j'ai inventé une histoire de pêcheurs, etc. Et j'ai eu le bonheur de gagner le premier prix. Et après, effectivement, de fil en aiguille, on a envie de faire plus, on a envie de faire autrement. Un jour, j'ai fait, pour aller vite, un livre de nouvelles, seul, en auto-édition. Ça a plu à un éditeur parisien et l'histoire a commencé comme ça. Et je suis en train d'écrire mon 10e roman. Dans ce sanctuaire, où la confidence est pourtant rare, les légendes sont nombreuses. Il suffit alors de tendre l'oreille et de s'ouvrir à toutes les formes d'inspiration offertes par ce lieu mystérieux. Certains, comme Patrick, choisissent de retranscrire les émotions à travers les mots. D'autres font renaître la tradition orale. Ah, Jean-François, ça va bien? Tu vas bien? Oui, oui, très bien. Très très bien. Merci de m'accueillir, de nous accueillir ici. Avec Dans plaisir. ton magnifique chalet d'alpage. Vas-y, rentre. Oh, magnifique, magnifique. Donc, comme tu peux le voir, c'est la Chaoune à l'ancienne, mais ça. bon, un petit peu revisité parce que je vais y faire des contes, on y fait des petites fondues, des planches de berger, voilà. On est dans un chalet d'alpage de mi-hauteur qui servait au printemps
et à l'automne. Et c'était justement l'occasion d'y faire des veillées avec les gens d'en bas qui pouvaient venir. Il y avait souvent des grands moments de veillée, de partage, de musique, puisque longtemps il y a eu un musicien italien qui était berger, qui s'appelait Balducci, qui est venu ici. Et on a mélangé la musique, les histoires. Puis les histoires se sont embellies, elles ont pris de la vallée, on montait de Samoin. Enfin, c'est tout ce mélange qui fait que ici c'est particulier parce qu'il y a vraiment une âme. Pour moi, ça me parle, il y a vraiment une âme, quoi. C'est là que naissent les idées, que naissent les peurs, que naissent les histoires et puis les bonheurs. C'est en fait le lieu qui inspire. Il arrive un moment, on s'est tellement imbibé d'un certain nombre de choses, d'histoires, d'historiettes, de morceaux de phrases, etc., que soit on ne va pas accepter de les faire siens, soit on va se dire, avec cela, comment je peux construire quelque chose ? Comment je peux m'appuyer sur tous ces éléments que j'ai compris, analysés, et les remettre dans une véritable histoire plus importante. Et c'est là où la nécessité, à la fois bien connaître le territoire, mais bien connaître ses habitants, ses traditions, son histoire, ses mœurs. Tous ces éléments-là apportent une sorte de bouillon de culture qui fait qu'on a envie, à un moment donné, en tout cas c'est ce qui a été mon cas, j'ai eu envie de mettre tout cela en scène. Les deux villages ont vraiment une empreinte concernant leurs montagnes. Samoin, c'est les 7 monts, parce que 7 montagnes, et Sixte, c'est Hees en savoyard, c'est-à-dire une barrière, ça veut dire barrière. Parce que n'importe où vous êtes dans la vallée de Sixte, les montagnes forment une barrière autour de vous, une barrière protectrice ou une barrière menaçante, ça dépend à quelle époque on est et comment on voit les choses, hein. Moi, je suis né, ici, je suis... Donc mes deux familles, des grands-parents sont de Sixte. Et j'ai beaucoup vécu ici. Le Fresnalais est un endroit particulier. On est presque au fond du fer à cheval. Hein. Et c'est là qu'on me racontait les histoires du temps où il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les portables. On racontait les histoires tout le temps. Que ce soit les bergères ici, que ce soit ma grand-mère, tout le temps on racontait les histoires. Pas spécialement à la veillée, alors il y avait le moment de la veillée, mais ça pouvait être au goûter. Et puis on regarde le paysage et à chaque fois, c'est pour ça que je viens ici, particulièrement pour mettre en place mes histoires. Je sais pas toi quand tu écris, mais je viens là parce que je regarde un peu les brumes. J'aime bien venir, surtout quand c'est pas si beau qu'aujourd'hui, les brumes, et comprendre pourquoi ils ont eu peur de ci, pourquoi telle chose a émergé, cette crainte ou une excitation sur quelque chose, un bruit qui a déclenché une histoire. Donc c'est pour ça que... Alors moi j'ai détourné l'expression des peintres de l'époque de Cézanne qui peignaient sur le motif. Je l'ai détourné à mon profit en disant écrire sur le motif. Et c'est vrai que me concernant, je me déplace énormément. Pour une seule scène, je peux y retourner 10 ou 15 fois si nécessaire pour avoir des lumières différentes selon les heures, selon la saison. Bien évidemment, tu le sais puisque tu es d'ici, les coulées de vent ne vont pas être les mêmes, les senteurs ne vont pas être les mêmes. Absolument, donc, moi, il me semble que le seul moyen de faire vrai, comme disait Maupassant, c'est d'aller vérifier et d'utiliser le plus proche possible ce que l'on a vu. Alors les histoires que je raconte, c'est des légendes, c'est des anecdotes, c'est des histoires que j'ai prises absolument d'abord de ma grand-mère, une amie de famille qui était bergère ici, qui s'appelait Claudia, qui connaissait bien, qui avait l'humour savoyard, le patois d'ici. Donc je les ai eus en français, mais je les ai eus aussi en patois, et je les ai eus en regardant la montagne. Donc c'est des conteurs en Pays de Savoie, c'est vraiment des vraies légendes, des vraies histoires, des vraies anecdotes. Et donc après, je les ai travaillées, bien sûr. On les raconte tous à notre manière, mais absolument en gardant l'âme
l'âme de l'histoire, et comme dit Patrick, en s'en inspirant. Quand je les ai, que je les répète, j'aime bien aller dans les endroits où ça s'est passé pour voir qu'est-ce que je peux y mettre comme couleur, comme détail, comme voilà, un peu comme une petite nouvelle, quoi, qui serait racontée comme un petit café-théâtre conté. Cela ne me suffisait pas de vivre à la montagne. Quand j'étais à Paris, déjà avec l'idée les derniers mois de venir vivre ici, mon idée c'était de me dire je veux vivre la montagne. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre à côté des montagnards, apprendre avec eux ce que je ne sais pas, c'est-à-dire faire du bois ou peler la neige ou éventuellement faire du génépi. Mais c'est ça que je voulais chercher. Vivre à la montagne, de fait, oui, mais vivre à la montagne, aux côtés de gens que j'estimais comme ça par intuition et qui me semblaient proches de moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Quand j'ai quitté la ville, tous les lieux m'auraient plu. Il m'a fallu du temps, lorsque l'on me posait la question « mais qu'est-ce que tu trouves de bien à Samoin ?» ou « qu'est-ce que tu trouves de bien dans cette vallée ?» Il m'a fallu du temps parce que je n'étais pas capable de le dire. Je savais que lorsque je venais, avant de m'y installer, quelques années avant, quelques mois avant, et quand j'arrivais sur la grande place centrale, la place de l'Office du tourisme, avec toutes ces montagnes de nuit, j'arrivais avec toutes ces montagnes sombres, parce qu'il a beau faire très nuit, une montagne, on la voit toujours dans la nuit, eh bien, ceci avait pour évidence, à mes yeux, de me protéger. Je me sentais protégé par cet arc de montagne que je voyais autour de moi. Donc, ça, c'est l'un des éléments sans doute constitutifs, l'envie d'être protégé. Et on l'est par nature. La définition même d'une montagne, c'est d'être une paroi, une muraille. Alors, on peut la subir comme une oppression ou une pression. On peut aussi s'en satisfaire comme un élément protecteur qui va vous permettre de vivre apaisé ou tranquille. L'imposant décor de la vallée du Gifre aurait pu peser sur Patrick, telle une menace. Mais c'est un refuge dans lequel il ne cesse de chercher des recoins, des lieux intimes et secrets, où il vient se ressourcer et prendre les forces nécessaires lorsque l'inspiration seule ne suffit plus. C'est un hameau qui fait partie de cette chaîne de hameaux qui va de Sixte jusqu'au fer à cheval, jusqu'à la rotonde du fer à cheval. Donc c'est un hameau d'une dizaine de maisons à peu près à l'œil. Il me semble que c'est en écrivant l'un de mes romans qui portait sur la catastrophe de Tête Noire que nous avons derrière nous. Il me semble que c'est à ce moment-là où j'ai essayé de voir tous les éléments, tous les villages et hameaux qu'il y avait autour, que je l'ai découvert. Au début, il m'a paru insignifiant. Il y en a d'autres, le Fresnalais, par exemple, est quasi identique, avec une construction longitudinale, avec un bout de rue et puis quelques chalets autour. Mais je ne trouve pas au Fresnalais les mêmes choses que je trouve ici. Là, voilà, c'est la mémoire des choses qui font qu'il y aurait à piocher et à chercher, mais on ne sait pas, et heureusement qu'on ne sait pas. Et c'est ce qui va donner le mystère d'un lieu qui fait qu'effectivement ici, je m'y sens bien, j'y reviens sans cesse avec plaisir, aucune lassitude, je le connais, c'est très rapide à en faire le tour.
Et pourtant, j'y reviens avec plaisir à chaque fois. Dans la majorité des cas, je fais une sorte de parcours initiatique qui va consister à aller jusqu'au bout, à revenir et à chercher un endroit, en revenant, et à chercher un endroit où je vais m'installer, m'asseoir, souvent pour admirer cette partie de la vallée, parfois au printemps ou en automne écouter les clarines, essayer de percevoir des sons qui seraient inhabituels. Et c'est une façon de tout simplement de redescendre en soi, d'aller chercher au fond de soi ce que l'on a tous envie d'y trouver, un peu d'enfance, un peu d'âge adulte, un peu de rêverie, et puis beaucoup d'avenir. C'est évidemment pour moi un lieu d'inspiration et de description. Je m'en imprègne et ça va revenir à un moment ou à un autre, je ne sais pas quand, je ne sais même pas à quel moment j'en aurai besoin. Baigner dans cette atmosphère, dans ce lieu, dans ces arbres, dans ces maisons qu'il y a tout autour, il y a un moment où on s'est tellement enrichi qu'on a envie d'en faire quelque chose. Il y a donc ces lieux qui vous font vous sentir plus fort et d'autres qui s'ancrent en vous sans crier gare. Ils font partie du décor jusqu'à ce qu'ils s'imposent, jusque dans vos rêves. Ils deviennent alors des morceaux d'une histoire qui se compose peu à peu comme un tableau. Des émotions si pures qu'il serait impensable de les travestir. J'ai l'habitude de dire que je travaille un peu comme les portraitistes, hein, ceux que l'on voit à la place du Tertre à Paris ou ailleurs. Ils commencent par dessiner une pupille ou un lobe d'oreille, et moi qui ne sais absolument pas dessiner, ça m'a toujours impressionné en me disant, mais finalement, comment ils vont remettre ça dans un ensemble et comment on va trouver la forme d'un visage? Eh bien, en fait, je travaille de la même manière. L'exemple le plus parlant, c'est celui-ci. Mon fils va venir me chercher. Comment ça débute? Ça débute par une petite maison sur le parcours que je prends chaque jour pour aller travailler à mon bureau dans le village. Une petite maison à l'ancienne dont je croisais, sans le connaître, le propriétaire. Et un jour, ce vieux monsieur n'est plus là. Donc je vois que les volets sont fermés et que ces deux garages dans lesquels il travaillait généralement sont fermés également. Je me dis, il est à l'hôpital. Et un jour, tout est fermé. Et la maison s'empoussière. Elle devient toute grise, toute marron. Donc en même temps, je m'imagine qu'à l'intérieur, il y a des toiles d'araignée, c'est passéiste, c'est vieux, mais je vois aussi que les garages ne sont pas vidés, qu'il reste ses outils, qu'il reste toutes sortes de vieux objets. Et de là, je me dis, si quelqu'un achetait la maison avec l'obligation de la prendre en l'état, qu'est-ce qu'il y retrouverait? C'est ça le début de mon histoire. Autre exemple, alors peut-être encore, non pas plus frappant, mais celui-ci, le deuxième roman que j'ai écrit, La Grande Avalanche. Un soir, en rentrant, il y avait un coucher de soleil, donc vers les deux môles, et je m'aperçois sur le Criou, donc montagne un peu symbolique de Samoin, qu'il y a à un moment donné comme un halo de lumière à l'entrée de ce qui me paraît être une grotte. En fait, c'est vraisemblablement un morceau de mica qui se reflète dans les rayons tombants du soir. Et là, évidemment, ça stimule l'imagination, parce que je me dis, qui est-ce qui pourrait vivre dans des conditions pareilles, parce que c'est une face extrêmement dangereuse, et qu'est-ce qui pourrait motiver quelqu'un à vivre seul dans un endroit aussi difficile, si ce n'est quelque chose de grave. Donc j'imagine, non pas un déserteur, comme on l'écrit souvent, mais un insoumis, c'est-à-dire quelqu'un qui ne retourne pas à la guerre en 1917 et qui reste sur les lieux et qui, pour rester en contact avec ses parents qui vivent juste en bas, se réfugie dans cette grotte. C'est très important pour moi d'être très précis sur les lieux que je décris,
d'abord par un souci personnel de véracité, et c'est peut-être pas cela aussi le plus important, en tout cas certainement pas au départ, c'est que j'ai la particularité d'écrire sous le regard de ceux qui habitent ici depuis des générations et des générations, et qu'en savent 100 fois plus que moi. Donc mon souci, c'est d'être au plus proche, même si parfois c'est peut-être pas aussi précis qu'eux l'auraient raconté, mais c'est extrêmement important. Il y a une phrase qui dit un peuple sans culture est un peuple sans avenir. Et je pourrais dire peut-être un peu la même chose. Une vallée ou un territoire sans respect de sa culture et sans respect de ce qui a existé n'a plus d'avenir. Comment, lorsque l'on habite au bout du monde, ne pas craindre un jour d'écrire le dernier chapitre de sa propre histoire ? Depuis son plus jeune âge, il a suffi à Patrick de lever le regard pour découvrir d'autres perspectives. En plaine, il y a une ligne d'horizon, c'est le champ qui va délimiter. Au-delà, on sait qu'il y a encore un bout de champ, mais c'est le même que le premier. Tandis que là, moi, ce qui m'intriguait enfant, c'était de me dire, au-delà de cette crête, qu'est-ce qu'il y a ? On voit rien, on ne sait pas comment c'est. Donc le fait d'y aller, c'est ça qui m'a donné envie de faire de la montagne. Le fait d'y aller, on va découvrir autre chose derrière. Donc ça, c'est l'aspect horizontal des choses. Après, l'aspect vertical, lorsque l'on voit des massifs comme celui de Sixte, le Tenverge avec la corde du chamois, nécessairement, ça nous oblige à lever les yeux. Et si on lève les yeux, on s'interroge. C'est Bernard Clavel qui parlait des colonnes du ciel en parlant des arbres. Mais là, on est un peu dans la même verticalité. Ce qui m'intéresse et ce qui m'a sans doute mené à enrichir mes romans de cette forme de spiritualité, entre guillemets, en tout cas de recherche, d'avancer sur un chemin spirituel, c'est cela. Je pense que si je n'étais pas venu ici, je n'aurais pas écrit de roman, ni de nouvelles. Je ne me serais pas approché de la littérature, je serais resté dans ce que en me mentant à moi-même, ce que j'estimais comme suffisant, qui était ma carrière de journaliste. En réalité, ce que j'ai trouvé ici, c'est la possibilité d'écrire, mais surtout l'envie de faire. Pour Patrick, la vallée du Gifre n'est pas la reine d'un épilogue, mais bien la source d'une inspiration que l'on ne peut ni contraindre ni barrer, à l'image de son torrent. Réussir à créer ce lien entre l'auteur et les lecteurs, se dire qu'ils vont rentrer dans le monde que j'ai essayé, l'univers que j'ai essayé de créer, et qu'ils vont partager des émotions qui nous sont communes, puis savoir que d'autres vont la partager, je crois que c'est un vrai bonheur d'auteur, ça. Un homme à Caen ou à Rouen qui m'écrivait qu'il revivait pour la dernière fois, il l'a dit, des balades en montagne, dans les endroits que je décrivais, et il me remerciait de l'avoir transporté pour quelques heures en dehors de sa maladie et de lui avoir fait revivre. Ça donne tous les courages du monde pour continuer. Un versant secret, c'est là où je vais chercher les éléments dont j'ai besoin. C'est un versant intime qui me permet de me construire, d'être homme et d'être auteur en même temps.